Bienvenue sur Question Directe, bienvenue à ITV. Nous sommes avec Jean Chaltal, Mamadou Jean Chaltal, qui est architecte, qui a travaillé avec Alain Khan, qui est aussi spécialiste du foncier, avec la plateforme des acteurs non étatiques, sur un document qui s'appelle « La nécessité d'une réforme foncière pour relever les défis du développement économique, social et culturel du Sénégal ». Jean Chaltal, ce document tombe à pic parce que c'est un document que vous avez publié depuis plusieurs années. Oui. Aujourd'hui, on semble être rattrapé par la patrouille, comme on dit, concernant la gestion du littoral, du domaine maritime et du domaine national. Pourquoi la question foncière est aussi cruciale dans ce pays? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la terre est un instrument financier. C'est un instrument de constitution de richesse. La terre coûte cher. On peut l'utiliser en tant qu'élément de garantie pour obtenir un financement, etc. Mais on se trouve dans une situation particulière où il y a une croissance extrêmement importante de notre population. Au moment où la loi sur le domaine national a été prise, je crois qu'on était 4 millions de Sénégalais. Maintenant, on est 15, un peu plus de 50 ans après. Ça veut dire qu'il y a une pression démographique très importante. Il s'y ajoute une espèce de déséquilibre au niveau territorial qui fait que sur la presqu'île du Cap-Vert, on a un quart de la population du Sénégal, 25% à peu près, sur 0,58% ou 0,56%, les chiffres diffèrent un peu, de la surface de tout le territoire. Ça veut dire que cette pression démographique, elle va se sentir de manière encore plus forte sur le territoire du Cap-Vert qui, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui concentre presque toutes les opportunités sociales et économiques. Quand quelqu'un veut gagner de l'argent, quand quelqu'un veut faire du commerce, quand quelqu'un veut accéder à un poste administratif, il est presque obligé de passer par Dakar. Donc c'est très important. Et le dernier élément peut-être qui explique tous ces problèmes, c'est que malheureusement, la fonction politique est devenue dans notre pays un élément d'enrichissement personnel très rapide. On se rend compte que les gens deviennent militants politiques, ensuite ils sont dans une position administrative liée à cette pratique politique et en 3, 4 ans, 5 ans, ils se retrouvent millionnaires. Bon, nous avons tous travaillé très très longtemps. On ne peut pas devenir riche. Je crois que c'est Harry Truman qui disait un homme politique ne peut pas devenir millionnaire en étant politique. Le seul moyen d'être millionnaire en étant politique, c'est d'être un escroc. Et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que la terre est un élément qui est mis à la disposition d'une certaine élite, et cette élite s'enrichit énormément. Donc, en plus des pressions démographiques, des questions de déséquilibre, il y a une question éthique. Aujourd'hui, notre élite politique s'enrichit par la politique. Et un des instruments qui est facile à avoir, c'est la terre, à partir de la loi sur le domaine national, qui avait une finalité particulière, mais qui aujourd'hui devient un élément essentiellement d'enrichissement de la classe politique. Aujourd'hui, il y a le domaine maritime. Avant le domaine maritime, il y a le littoral qui pose beaucoup de problèmes, les problèmes d'environnement, les problèmes même de circulation de l'air pour ceux qui vivent à l'intérieur de la capitale, parce qu'on construit avec du béton, alors que ce n'était pas prévu de le faire. Et la plupart des gens qui habitent sur le littoral, c'est des gens peut-être qui ont des moyens d'y habiter. Pourquoi aujourd'hui le littoral a autant de convoitises? Alors d'abord par son attrait, parce que habiter au bord de la mer, c'est quand même quelque chose de relativement prestigieux dans nos sociétés. Deuxièmement, c'est beaucoup plus agréable que d'habiter à l'intérieur des terres. Mais je voudrais relever sur ce point qu'il y a parfois une confusion de terminologie entre domaine maritime, littoral, etc. Dans le littoral, pour moi, en tant que praticien de l'urbanisme, c'est toute la zone qui se trouve directement en contact avec la mer ou avec les fleuves.
À partir de là, il y a une définition légale du domaine public maritime, domaine public fluvial, qui est une bande de 100 mètres à partir des plus hautes eaux atteintes par les marées. Cette bande est domaine public maritime qui est réputé inaliénable, imprescriptible. Ça veut dire que normalement, on ne peut pas le vendre. Normalement, on ne peut pas construire dessus. C'est une zone non aedificandi. Et ça doit aider à améliorer la qualité de vie des gens. Aujourd'hui, malheureusement, on voit sur Dakar que le domaine public maritime est occupé par des constructions qui sont parfois des constructions d'habitation privée. Donc, il n'y a pas d'utilité publique derrière. La création d'emplois, elle est marginale, parce que quelques hôtels ont créé des emplois dessus, mais il existe d'autres pays du monde qui ont des configurations comme la nôtre, où on ne construit pas du côté de la plage. Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas accès direct à la plage que mon hôtel ne marchera pas. Je crois que ça, c'est un faux débat. Et un des gros problèmes que nous avons, c'est parfois la non-application des textes. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un gros débat sur le domaine public maritime. Il n'y a pas de débat possible sur le domaine public maritime. C'est 100 mètres à partir des plus hautes eaux. Point. La grosse contrainte que nous avons en tant qu'urbanistes, architectes, etc., c'est que très souvent, il y a une déclassification de ces terres. Et dans l'administration, dès qu'il y a une déclassification des terres, on considère que ce sont des terres tout à fait normales, comme un terrain que vous achèteriez à la SICAP. Avec cette erreur que, en réalité, même si vous achetez un terrain à la SICAP, vous ne pouvez pas construire n'importe quoi. Il vous faut tenir compte du règlement d'urbanisme de détail de la SICAP, qui fait que, par exemple, vous aurez un recul par rapport aux clôtures, vous aurez des hauteurs minimales, etc., etc. Donc, quand on nous dit ça a été déclassifié, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, ça devient constructible. Ce n'est plus dans le domaine public maritime, d'accord, mais ce n'est pas forcément automatiquement constructible. Malheureusement, nous n'avons pas de plan d'urbanisme de détail appliqué juste à la zone de la Corniche. Vous vous souvenez qu'à un moment, il y a eu une autorité de la Corniche et les gens travaillaient justement sur ce plan d'urbanisme de détail, mais il n'y a jamais eu de suite. On n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, vous savez, le sport national dans notre pays, c'est d'utiliser les failles de la réglementation pour pouvoir se régler des problèmes. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, tout à l'heure vous parliez des vents, on se rend compte que plus on coupe l'accès des alizés vers le centre-ville, plus nous avons de pollution. Aujourd'hui, regardez simplement les données du laboratoire de la qualité de l'air et qui sont disponibles sur Internet. Moi, je conseille à tout le monde de regarder ces données-là. Vous vous rendrez compte qu'on a un nombre de jours avec de la pollution extrême, extrêmement important à Dakar. Ce qui n'existait pas avant, parce qu'on avait au moins les alizés qui balayaient les rues. Aujourd'hui, beaucoup... Dont les conséquences, c'est les maladies pulmonaires. Les maladies pulmonaires. Moi qui ai des allergies asthmatiformes, j'évite les déplacements au centre-ville, surtout à des heures où le centre-ville est congestionné. Il suffit de, quand vous prenez l'autoroute, regardez le nuage de fumée qu'il y a à l'entrée de l'autoroute. Quand vous venez vers Dakar, vous vous dites qu'il y a un problème. Et donc aujourd'hui, nous, on ne peut pas raisonner uniquement sur la base des intérêts privés. Dire est-ce que la personne a ou n'a pas un droit de propriété, ça c'est au niveau personnel. Mais au niveau social, il faut savoir que chaque fois que l'on fait une construction, elle a un impact sur l'ensemble du territoire dans lequel elle est insérée. Et cet impact, il faut qu'on ait aujourd'hui le courage de le mesurer et de dire ça ne va pas. Je crois que c'est ça. Architecte, est-ce que vous pensez que la corniche aujourd'hui aurait pu être plus belle que ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'on a vu, quand on regarde la corniche à Casablanca, on regarde la corniche angolaise, on est frappé par la beauté de la corniche, l'harmonie qu'il y a. Alors si vous allez à Luanda, vous verrez que sur la corniche elle-même, il n'y a pas de construction. Il n'y a que des constructions publiques, des espaces de jeu, des espaces de détente, etc. Et c'est de l'autre côté de la corniche que les gens ont construit. Vous allez à Casablanca, c'est la même chose. Donc ça veut dire que c'est une question de volonté d'urbanisation, de volonté politique, de dire voilà ce que nous voulons avoir. Tant qu'on n'arrivera pas à ce stade, on ne s'en sortira pas.
Maintenant, il se trouve que malheureusement au Sénégal, on a déjà construit beaucoup. Donc on vous oppose également l'idée que si vous voulez exproprier des gens, il va falloir payer beaucoup, etc. Il y a plusieurs cas qui se sont posés. Il y a eu des lotissements qui ont été faits et à partir du moment où le règlement de lotissement a été approuvé, il est exact qu'à ce moment, quand on donne la propriété aux gens, c'est pour qu'ils puissent construire. C'est ce que les urbanistes sénégalais appellent des coups partis. Je n'aime pas le vocable, mais c'est comme ça qu'on dit. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est une colonisation de tout le reste de la corniche par des projets d'État. Vous voyez aujourd'hui au-dessus de la mosquée de la Divinité, il y a des projets qui sont en train d'être faits. Projets d'État ou sponsorisés, facilités par l'État. Et dès que l'État ouvre la brèche, les individus entrent dans cette brèche. Et aujourd'hui, malheureusement, si on fait un vrai bilan de ce qui se construit sur toute la corniche, on a plus de construction privée que de construction d'utilité publique. Ce qui pose un problème d'abord démocratique, d'accès à la mer. Il me semble que la mer appartient à tout le monde et que la corniche appartient à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi je devrais acheter un café à 5 000 francs pour pouvoir m'asseoir au bord de la corniche. Vous avez eu des situations où, à Fann Résidence, un monsieur qui était député à l'époque a colonisé une partie de la falaise et il avait mis des grilles et des gardes qui empêchaient les gens d'entrer. Ça veut dire qu'il y a un détournement du bien public au profit de personnalités individuelles. Et ça, du point de vue démocratique, ce n'est pas acceptable. Mais est-ce qu'il est possible toujours de rectifier le tir, de refaire la corniche, qu'elle soit beaucoup plus belle? Et il y a une possibilité de le faire? Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est geler tout ce qui se fait sur la corniche actuellement. Et de ce point de vue, on a aussi... le Sénégal, c'est le pays des paradoxes, parce qu'on a toutes les législations et on a le ministre de l'urbanisme qui a dit que le président de la République a ordonné qu'on gèle tout. Et on a entendu un directeur de l'administration dire le président de la République n'a jamais dit ça. Donc on a déjà un dysfonctionnement et je crois que le problème de la corniche, comme le problème des terres en général, amplifie simplement le dysfonctionnement général qu'on a au niveau de ce pays. On a des lois qu'on n'applique pas. On a des comportements, même nous-mêmes, qui sont inadmissibles. Regardez, à un feu rouge, vous avez le policier qui tend le bras et les scooters qui viennent passer sous le bras pour brûler le feu rouge. Et personne ne dit rien. On trouve ça normal. Et c'est ça qui est partout et qui gangrène tout le pays aujourd'hui. Les dysfonctionnements que nous avons sur la corniche, ce sont simplement les dysfonctionnements du pays. Donc, geler, ça c'est possible. Deuxièmement, faire un état des lieux. Et surtout savoir comment les gens ont pu avoir tel ou tel terrain. Parce que très souvent, on tape sur les occupants, les derniers occupants, ceux qui ont acquis le terrain. Prenez le cas de la cité Tobago, elle ne s'est pas construite clandestinement en une nuit. Donc, il y a eu une administration qui a laissé faire les choses, qui a laissé les gens construire, ainsi de suite. Et après, on vient détruire les maisons. C'est un peu problématique. Donc là, il faut faire un état des lieux et surtout, après l'état des lieux, dire qui est responsable de quoi. Parce que tant qu'on n'aura pas établi les responsabilités, on va taper sur les plus faibles, mais les gens qui sont vraiment responsables seront encore dans le système. Et ça va continuer, ça va perdurer. Troisième chose, faire un vrai plan de développement de cette corniche. Aujourd'hui, on assiste à des choses bizarroïdes. Par exemple, dire oui, les architectes, mais nous attendons des propositions. Ce n'est pas comme ça que marche le métier. Et il ne s'agit pas de se lever. Aujourd'hui, peut-être que moi, si je fais un plan de la corniche, j'ai assez d'entre-gens pour rencontrer le ministre de l'Urbanisme. Mais peut-être qu'un jeune architecte qui ne peut pas rencontrer le ministre de l'Urbanisme a des idées plus intéressantes que les miennes, mais il ne peut pas les lui proposer. Donc il faut repartir à l'orthodoxie, avoir une concertation et à partir de cette concertation, dire aux gens, voilà ce que vous allez faire. Je me permets de défendre un peu les architectes parce que chaque fois qu'il y a des situations comme ça, on nous tape dessus en disant vous n'avez rien fait. Mais on nous demande de travailler sans nous préciser les conditions de travail. Les architectes, ce sont quand même des professionnels qui payent des gens.
j'engage 2, 3, 4, 5 millions pour faire ça. Et on va me dire, oui, c'est ton esprit patriotique. Mais quand il y a des projets intéressants sur lesquels les architectes peuvent travailler, on oublie l'esprit patriotique, on va prendre un architecte turc, un architecte allemand, et on vient nous déposer le projet ici. Après, on nous reproche de n'être pas patriote. Je veux bien être patriote, mais il faut au moins que je puisse payer mon personnel, que je puisse manger, que je puisse payer mon loyer. Donc, il ne faut pas mettre cette pression sur les gens sans savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est cette désorganisation qu'on a constatée sur la corniche qui a lieu ailleurs dans les terres agricoles? On a vu cette histoire de Babacar Ngom avec les gens de Ndegler et de Djilakh. Je crois que c'est d'abord ça, parce qu'on se base sur la loi sur le domaine national. En disant la loi sur le domaine national, en gros, ce qu'on en a retenu, c'est que toutes les terres qui n'étaient pas immatriculées en 1964 tombaient dans le domaine national et que l'État pouvait en faire en gros ce qu'il voulait. Or, la loi sur le domaine national classait les terres en 4 zones. Les zones urbaines, les zones classées, les zones de terroir et les zones pionnières. Et indiquer que chaque communauté devait établir un livre foncier identifiant les différentes zones et que ces différentes zones devaient être également identifiées physiquement sur le terrain. Aujourd'hui, en fait, les zones pionnières, c'était en gros les zones qui étaient utilisées par les communautés pour l'agriculture, l'élevage, etc. Aujourd'hui, je ne connais pas une commune qui a un livre foncier à jour avec l'ensemble des terres répertoriées, ce qui permettrait déjà de savoir qu'est-ce qui est vraiment libre, parce que je ne pense pas qu'on puisse venir retirer des champs de culture ancestraux pour les donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier point de dysfonctionnement. Donc, il faut le livre foncier. Et si ce livre foncier n'existe pas, pour moi, je ne suis malheureusement pas un juriste, hein, mais j'interprète en tant que citoyen, je me dis toutes les actions qui ont été menées sans cette condition qui est une condition préalable sont nulles. Et donc, posons déjà ce problème. Ensuite, il fallait que chacun des terroirs ait un plan de développement. Aujourd'hui, combien de terroirs ont ce plan de développement? Aujourd'hui, on dit simplement, je vais donner des terres à Jean Charles, je vais lui donner 200 hectares, il va développer et ça va être bien pour la communauté. C'est chiffré où? C'est écrit où? Mais je crois que le troisième problème qui est peut-être le plus grave, c'est qu'on ne se rend pas compte que les paysans qui cultivent ces terres n'ont pas accès à ça. Moi, ça m'a toujours paru bizarre. Les conseils ruraux, les conseils communaux, etc., sont capables de faire une délibération et de m'attribuer tout de suite 50 hectares. Pourquoi on ne ferait pas la même délibération pour les gens qui utilisent les champs depuis des années et des années, ce qui permettrait de sécuriser ces gens, de développer l'agriculture familiale, parce qu'à partir du moment où je suis propriétaire d'un terrain et que ce n'est pas juste un droit d'usage, à ce moment, cette propriété peut me servir de garantie pour avoir accès à un financement bancaire. Et si j'ai accès à un financement bancaire, je peux acheter des machines-outils qui vont remplacer nos dabas, etc. Et ma productivité va augmenter, et ma production va augmenter, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un état d'esprit qui nous bloque actuellement, qui fait qu'on considère que les populations autochtones, les paysans, n'ont pas la capacité de se développer eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation où effectivement, ils n'ont pas cette capacité parce qu'on ne leur donne pas les outils. Pourtant, l'État a validé récemment le plan d'aménagement du territoire qui doit prendre en compte justement toutes ces problématiques. Le plan d'aménagement du territoire est un plan global. C'est comme au niveau urbain, le plan d'urbanisme, le plan de développement urbain, et au niveau global, il y a des déclinaisons au niveau local qui sont les plans d'urbanisme de détail, les règlements de zone, etc., etc. Le plan d'aménagement du territoire fixe des options générales. Il faut maintenant qu'au niveau de chacune de nos communes, on ait ce livre foncier, que les élus se rendent compte qu'ils ne sont pas élus simplement pour dire « bon, moi je suis maire, j'ai des terres, je vends », mais qui sont élus pour définir une politique de développement de leur terroir, de leur commune. Et qu'on impose
On impose ces plans de développement local, ça existe parfois, mais ça doit être imposé partout, y compris dans l'utilisation des terres. Parce que le foncier, c'est la richesse première pour pouvoir développer quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir de champ si vous n'avez pas de foncier. Vous ne pouvez pas faire un hôpital si vous n'avez pas de foncier, ainsi de suite. Donc il faut vraiment qu'on soit systématique sur ça. Malheureusement, comme je le dis toujours, au Sénégal, on a de très bonnes idées, mais après on est champion du monde pour pouvoir dribbler les idées et ne pas les appliquer. Le foncier devient très crucial après la Covid. On a vu que beaucoup de pays ont fermé les frontières parce qu'il faut exploiter les terres pour nourrir les populations. On voit de plus en plus des gens qui ont de l'argent, qui vont vers les terres pour essayer de les exploiter parce qu'ils savent que ça devient intéressant l'agriculture. Est-ce qu'on ne va pas vers des conflits beaucoup plus dangereux si on ne règle pas ces questions? Écoutez, moi je suis fils de Casamance. Le conflit que nous avons en Casamance, une grande partie de ce conflit, c'est ça. Une grande partie de ce conflit, c'est une question de terre. Ce que je vois en Amérique latine aussi, en Amérique les latine, guérillas, c'est des problèmes de terre. La plupart des guérillas se sont structurées sur ça. J'espère qu'on ne va pas recommencer ce qui s'est passé en Casamance ou aller plus loin, faire ce qui s'est passé en Amérique latine. Mais regardez les réactions des populations de Ndingler. Il y a eu, il y a quelques années, c'était Mbane et Fanaye, où on a vendu plus de terres qu'il y en a dans la communauté rurale. Donc, c'est évident qu'à un moment donné, les gens vont dire non. Il faut s'arrêter, ce n'est pas possible. Espérons simplement que nous avons suffisamment de mécanismes démocratiques pour que les gens puissent exprimer leur colère autrement que par la violence. Mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas éluder, qu'on ne peut pas abandonner complètement. Nous n'avons pas besoin de violence dans nos pays. Donc, gouverner, on dit, c'est prévoir. Moi, je dis toujours aux gens, quand vous prévoyez, prévoyez la pire des situations. Si vous arrivez à avoir une prévision de la pire des situations et à mettre en place des mécanismes qui vont la régler, il est certain que quand la situation sera meilleure, vous serez plus apte à régler les problèmes. Et aujourd'hui, avec la Covid, mais regardez partout dans le monde. Aujourd'hui, l'un des problèmes entre Israël et la Palestine, ce sont les terres et l'eau. Bon, ce sont des choses, il ne faut pas sortir de Sciences Po pour comprendre ça. Et aujourd'hui, dans nos pays, moi, c'est extrêmement inquiétant parce que même si des industriels arrivent à développer des choses intéressantes, avec qui et pour qui? Dans les villages, les gens qui avaient des terres agricoles, à qui on prend ces terres agricoles? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se laisser mourir de faim. Ceux qui ont les moyens vont essayer peut-être de sortir du village, d'arriver sur Dakar. On se plaint déjà de l'exode rural en se rendant compte que nous ne sommes pas prêts à accueillir des populations aussi importantes. Nous n'avons pas les équipements, nous n'avons pas les offres d'emploi, nous n'avons aucune perspective. Donc si aujourd'hui on ne se met pas dans un schéma de remise en cause de tout ça, on ne va pas s'en sortir. Le drame, c'est que nous nous contentons parfois de petites actions ponctuelles, de bricolage, et on dit on a réglé le problème. Bon, il y a des projets de fermes agricoles, etc., etc. Mais est-ce que ces projets ne sont pas des projets ponctuels à un moment où on a besoin d'une réflexion globale sur le pays? Moi, je reste persuadé aujourd'hui que tant qu'on ne s'asseyera pas pour réfléchir globalement sur quel pays nous voulons, où est-ce que nous en sommes, etc., on ne s'en sortira pas. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux politiques enfin certains politiques, d'avoir en partie boycotté les assises nationales ou de ne pas avoir tenu les promesses des assises nationales quand ils ont été au pouvoir. Parce que c'était un moment de réflexion extrêmement important pour tout le pays où on a eu plein d'énergies qui se sont mises en place. Je ne veux pas savoir, il y a des gens qui disent oui, mais est-ce que c'était tout le monde? Il y a eu une réflexion qui est là, qui n'est pas pour devenir ministre ou député, qui est là pour le pays. Il faut prendre cette réflexion, en tirer la substance et voir ce qu'on peut faire. Même les gens qui ne sont pas d'accord. À l'époque, j'avais dit aux militants du PDS, parce que le PDS avait boycotté, que je ne comprenais pas leur attitude. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, j'essaie de savoir quels sont ses arguments. Pour pouvoir structurer ma proposition
en contrant ces Est-ce que arguments. vous pensez qu'il est temps de dépoussiérer les assises nationales, surtout sur les aspects importants du développement du pays, en reparler pour avancer? Il est temps de dépoussiérer plein de choses. Les assises nationales, pour moi, c'est évident qu'il faut qu'on s'assoie et qu'on voit. Il y avait des propositions, même si je prends des propositions ponctuelles, dire les postes de direction seront soumis à concurrence. Candidature. Ça me paraît tellement évident. C'est pas parce que moi je suis bon militant du parti au pouvoir à Ziguinchor ou à Kolda que je suis obligatoirement un bon directeur des finances. On me nommerait directeur des finances aujourd'hui, c'est pour me créer des problèmes. Donc il faut qu'il y ait des candidatures, que ces candidatures soient proposées par le chef de l'État, c'est ce que dit la Constitution. On dit qu'il les nomme d'ailleurs, mais moi je dirais qu'il les propose et que ce soit checké par l'Assemblée nationale. Ce qui suppose que l'Assemblée nationale également a les compétences et outils. Ce qui remet en cause, d'après moi, le mode d'élection des électeurs. Parce que si je suis 49e sur une liste où il y a 50 élus, je ne suis absolument pas connu dans mon terroir. Parfois, ce sont des lobbying et c'est la volonté du chef. Je ne sais pas comment fait le président de la République, mais moi, à sa place, je deviendrais fou. On remonte tout au président de la République. Le choix des ministres, c'est normal. Le choix des directeurs, ça remonte à lui. Le choix des députés, en réalité, en tout cas des députés de son parti, ça remonte à lui, ainsi de suite. Après, quand il y a un conflit à l'intérieur du parti, ça remonte au président. Mais quand des gens ne sont pas contents de la manière dont les ordures sont ramassées, ils disent on demande l'arbitrage du président. Ce n'est physiquement pas possible. Intellectuellement et c'est pas possible. Il faut qu'on ait des mécanismes de contrôle, des mécanismes de prise de décision qui soient plus démocratiques. Aujourd'hui, le président de la République a plus de pouvoir sur ma vie qu'un roi. Il peut décider tout de ma vie sans que j'ai quoi que ce soit à dire. C'est juste pas normal. Et c'est dangereux, y compris pour lui. Parce qu'on lui fait prendre des décisions qui parfois, il ne peut pas tout contrôler. C'est pas possible. Merci infiniment à Jean Chantal d'avoir été avec nous sur ce plateau de Questions Directes. Je rappelle que vous faites partie de la plateforme des acteurs non étatiques qui avait produit un document qui s'appelle « De la nécessité d'une réforme foncière pour relever les défis du développement économique, social et culturel du Sénégal » avec Alakan. Nous parlions justement avec vous de ces tensions au Sénégal concernant le foncier, que ce soit sur le littoral, que ce soit aussi dans le domaine maritime, fluvial et même dans le domaine national. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.